Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on prenait enfin le temps d'interroger la façon dont notre enfance façonne nos choix d'adultes, nos peurs, nos élans et parfois même notre parentalité? Lorsque l'on a grandi dans la violence, la solitude ou sous le poids du silence, peut-on espérer briser ce cycle, trouver sa place et offrir à ses enfants un autre héritage? Dans cet épisode du podcast, je reçois Susanna, auxiliaire parentale de formation et aujourd'hui mère engagée, qui nous partage avec une sincérité bouleversante son parcours singulier. Ce qui rend pour moi Susanna si précieuse pour cette conversation, bien plus que son expertise sur l'accompagnement des enfants, c'est son histoire, son courage d'oser regarder en face les violences subies, physiques comme psychologiques, et d'en tirer la force de transmission. Derrière sa douceur, son humour discret et son regard profond sur la parentalité, il y a ce vécu. Celui d'une enfance marquée par la souffrance, mais aussi par la résilience. L'anecdote de son premier journal intime, confisqué et détruit, met en lumière ce fil rouge de sa vie, la reconstruction par la parole, l'écriture et la connexion avec d'autres. Dans cet échange, nous allons au cœur de sujets sensibles et essentiels. Comment reconnaître et nommer la violence dans l'éducation, dépasser les traumatismes pour ne pas les reproduire et apprendre, parfois douloureusement, à poser ses propres limites, même face à sa propre famille. Susanna aborde aussi des questions aussi concrètes qu'intimes. Pourquoi le chemin vers la parentalité respectueuse est semé d'embûches? Comment les réseaux sociaux l'ont aidé à sortir de l'isolement? Ou encore comment la maternité remet en lumière les parts d'ombre de notre enfance? Ensemble, on explore ce que signifie grandir hors du patriarcat, poser des mots sur ses blessures et avancer avec bienveillance envers soi-même et les autres. Cet épisode est une invitation à l'introspection et au partage, que tu sois parent, en devenir ou simplement curieux ou curieuse de mieux comprendre les mécanismes familiaux. Reste avec nous, tu découvriras des clés pour avancer, du réconfort et peut-être l'envie de tendre la main à ta propre histoire. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify. Là-bas, je peux même répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone. Le lien est en description. Ah, et si tu souhaites soutenir financièrement le podcast pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter les épisodes sans pub en avance et avoir accès à plus de 80 bonus. Le lien est aussi en description. On y va tout de suite avec ma première question et ce coup-ci je vais changer un peu. Susanna, qui es-tu? Que peux-tu nous dire de ton parcours? Je te souhaite une bonne écoute. Moi c'est Susanna, j'ai 36 ans. Je suis de métier auxiliaire parental d'abord. Donc, j'ai gardé des enfants en famille chez les particuliers pendant plus de 10 ans. Et ensuite, j'ai passé mon diplôme d'auxiliaire de périculture avec l'envie de travailler en crèche. C'était le projet initial. D'accord. Puis, j'ai fait mes stages en crèche. Le projet a changé. Suite à ça, je me suis dit, c'est pas pour moi. En fait, je me suis rendu compte que j'étais très bien en famille, mais c'est juste que, sociétairement parlant, c'est mieux d'avoir une stabilité financière que de changer de famille tous les 2-3 ans. Et vu qu'avec mon mari, Jérôme, on voulait fonder une famille, je me suis dit, bon, si je travaille en crèche, j'ai pas à chercher une famille régulièrement et je rencontre plein d'enfants et plein de familles et ça va être génial. Finalement, mes stages en crèche m'ont grandement dégoûtée. Et suite à ça, on a eu le projet famille et donc il y a eu Zoé qui est arrivée après beaucoup de péripéties. Et donc j'ai fini mère au foyer, qui est un peu pour moi une continuité de ce que je faisais déjà en soi, parce que j'accompagnais déjà des enfants, juste pas la mienne. Et donc, je me suis lancée là-dedans et ensuite, pendant mon postpartum, je me suis rendu compte que le contact avec d'autres personnes me manquait un peu, même si j'étais très bien à la maison avec ma fille. Je pratique juste une éducation qui était complètement différente de celle dans ma famille et du coup, je me sentais un peu seule. Donc, j'ai une amie qui m'a dit, tu connais plein de choses, tu travailles avec des enfants depuis des années, tu devrais te lancer dans faire une page Insta. Parce que j'avais qu'une page Insta, mais à moi personnellement, où je partageais des purées et mes amis me disaient arrête de partager tes purées, on s'en moque. Du coup, cette pote m'a dit tu devrais ouvrir une page pour des parents qui seraient intéressés. Et je lui ai dit je vois pas qui ça intéresserait. Et voilà, finalement, apparemment, ça intéresse des gens. Ça m'a donné envie de partager plus sur ce genre de choses parce que c'est vrai que j'ai grandi avec beaucoup de violences psychologiques, physiques.
Et c'est encore très tabou aujourd'hui, je trouve. Mais j'ai pas envie que ce le soit. Et j'ai envie que les gens puissent en parler et que certains puissent écouter, entendre ce qui est dit par rapport à le retour d'enfants qui ont grandi maintenant. Mais j'ai l'impression qu'on soit enfant ou ancien enfant, quand on s'exprime là-dessus, bah on n'est pas trop écouté. Mais ça m'a permis, les réseaux, de me rendre compte que je n'étais pas seule là-dedans et qu'on est malheureusement très, très, très nombreux. C'est toujours intéressant pour moi de communiquer avec d'autres personnes, partager là-dessus. J'ai pu rencontrer plein de gens hyper sympas, développer sur le sujet et m'engager un peu plus. Donc voilà. Quand tu dis que tu as connu des violences physiques et psychologiques, tu peux m'en dire plus? J'ai grandi dans une famille, dans une fratrie de 5, donc grande famille, avec beaucoup de cousins, cousines. Et culturellement parlant, enfin, à la base, je pensais que c'était culturel. C'est-à-dire, j'ai grandi avec la croyance que la violence que je subissais à la maison. Bon, je dis ça, mais déjà, quand j'étais enfant, je voyais pas ça comme de la violence, mais plutôt de l'éducation, en fait. Je pensais juste que j'étais éduquée à la dure et qu'il y avait pire, parce que pour moi, la maltraitance, c'était les enfants qui sont vraiment maltraités au quotidien, qui ont des parents qui les battent, clairement, mais sans raison apparente, juste parce que père alcoolique ou mère narcissique, complètement aussi alcoolique. En fait, c'est ce que je voyais à la télé sur la maltraitance, c'est-à-dire des familles où vraiment c'est de la violence au quotidien. Et je considérais ce que moi je vivais comme plutôt de l'éducation, mais à la dure, quoi. Et je disais même que bah ouais, ça a été dur, mais au moins j'ai un fort caractère, j'ai les épaules solides. Et quand je voyais certains de mes copains copines à l'école, je me disais ils sont pas très bien éduqués, ils répondent mal à leurs parents. En fait non, ils avaient juste une certaine liberté que je n'avais pas. Et donc ça me rassurait de me dire que le problème c'est eux et que au fond, même si mon enfance a été difficile, ça a apporté ses résultats. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte, ah zut, j'ai plein de séquelles psychologiquement, ça va pas trop bien. Ah tiens, c'est vrai que déjà à 10-12 ans, je me disais que j'avais vécu déjà très très longtemps et que j'étais fatiguée d'être là. Donc quelle violence? C'était plutôt de la violence physique, éducative, on va dire. C'est que mon père travaillait de nuit, par exemple. Il travaillait chez Coca-Cola. Du coup, il avait un travail qui commençait à partir de 21h et on ne devait pas faire de bruit pendant qu'il dormait la journée. Sauf que nous, on sortait de l'école à 16h30, on était des enfants. Et donc, on était dans un petit appartement, donc on faisait forcément du bruit qui serait entendu par la chambre dans laquelle mon père dormait. Et si ça le réveillait ou ça le dérangeait, ben, on finissait tous à genoux, dans le salon, sur du carrelage, à porter des charges lourdes, généralement un seau de riz ou un pack de 6 bouteilles d'eau. Et on restait comme ça pendant 1 heure, voire plus, et on ne devait pas bouger, bien sûr. Et on ne devait pas pleurer, parce que c'était mérité, et qu'ils nous avaient déjà dit de ne pas faire de bruit. Donc, on n'a pas à se plaindre. Et aussi la ceinture, ça dépendait des raisons. Et c'était toujours des punitions de groupe. C'est-à-dire, si un des enfants a fait quelque chose, mais qu'il ne l'a pas avoué, mon père considérait que du coup, tout le monde devait être puni parce que on ment et que on n'ose pas dire qui a fait telle ou telle bêtise. Et quand je dis bêtise, c'est par exemple manger un avocat qui était destiné à mes parents dans le frigo, enfin qui était dans la cuisine, ou manger une crevette dans le frigo parce que tout ce qui était aliment un peu agréable, on va dire, était réservé pour les adultes. Sauf que quand on est enfant, bah on est curieux, on veut goûter, c'est bon, et donc voilà, c'était ça. Ou juste parfois si on contrariait mon père, si on répondait quelque chose qui lui convenait pas aussi et qui considérait qu'on avait été mal poli ou désagréable avec lui, bah, ça pouvait être aussi une punition physique. On ajoute à ça les violences conjugales que subissait ma mère. Donc moi, je considérais quand j'étais petite que ma mère subissait des violences conjugales, mais pas nous. Que nous, on subissait juste de l'éducation. Parce que ma mère était aussi dans ce sens-là, même si au fond, à chaque fois qu'on était punis, ma mère n'aimait pas rester présente, n'aimait pas assister aux choses. On sentait que c'est pas ce qu'elle préférait. Et d'ailleurs, après, elle nous répétait que ouais, regardez ce qui se passe, soyez plus calme, sinon, voilà, ça vous arrive. Et voilà, c'était en mode, bah, parce que vous êtes comporté comme ça, moi, je dois subir ça, c'est-à-dire vous voir vous faire frapper. Et ensuite, il est en colère contre moi aussi. Donc, voilà, tout le monde paie, donc restez calme. Bon, c'était un peu ça. Et pour les violences psychologiques? Violence psychologique, on va dire que ma mère était plus dans la violence psychologique et mon père dans la violence physique. Non, mon père était dans les deux. Et mon père est dans tous les tableaux. Mais ma mère, ça lui arrivait certaines fois de nous jeter un objet parce qu'elle était énervée ou de nous mettre une tape. Mais la plupart du temps, elle, c'était plutôt de la violence psychologique parce que vu qu'elle n'était pas bien mentalement, parce qu'elle était
en train de subir des violences conjugales, elle nous le faisait payer par moments. C'est-à-dire, elle était en colère par rapport à ce qui s'était passé avec mon père. Et du coup, il suffisait qu'on ait un mot ou quelque chose qui lui plaisait pas. Elle nous répétait que de toute façon, si on n'avait pas été là, elle aurait pu partir depuis bien longtemps et que c'est à cause de nous, pas pour nous, à cause de nous, qu'elle restait dans cette situation-là. Donc, c'était plutôt ça. Il y avait aussi le fait d'être souvent rabaissée. C'était jamais assez bien. Les notes à l'école n'étaient jamais assez bonnes. Quand on avait des bonnes notes et que on venait la voir pour lui dire, bah, regarde, j'ai eu un 19 sur 20, c'est génial. C'était, bah, tu veux des félicitations pour juste avoir eu une bonne note, c'est normal. Voilà, donc, en fait, peu importe ce qu'on faisait, c'était jamais assez bien. Même si on se comportait bien, il y avait rien. Si on se comportait mal, il y avait tout. Donc, psychologiquement, c'était dur. Puis, les comparaisons entre les frères et sœurs, voilà, ta sœur, elle est plus scolaire, toi, tu es plus ceci. Mon père a toujours dit dans mon enfance que j'étais sa préférée. C'est pas le bon rôle, mais déjà parce que je ressemble plus physiquement. Donc vraiment, il était sûr de s'aligner, il était très content. Parce qu'on avait tous les deux un bon sens de l'humour et il me trouvait drôle, même quand j'étais enfant. Et du coup, bah, ça lui faisait plaisir de traîner avec moi. Et il trouvait que je reflétais bien devant les oncles, tantes ou même à l'extérieur. J'étais très calme, donc ça lui plaisait bien. Et quand j'étais petite, j'étais très contente de ça. Je me dis, waouh, mon père pense que je suis sa préférée, c'est génial. Et de temps en temps, il fait des compliments et tout. Mais dès que j'avais pas le bon comportement, bah, je repassais à la case comme les autres, quoi. C'était une enfance. C'est marrant parce que je m'en souviens pas. Je l'analyse là maintenant que je suis adulte. Mais quand j'étais enfant, j'ai beaucoup de pertes de mémoire, donc j'ai de l'amnésie traumatique. Donc il y a certaines choses dont je me souviens pas. La plupart de mes souvenirs remontent, je dirais, à mes 5-6 ans pour les plus anciens. Et vraiment, j'ai l'impression que ma vie a commencé, je dirais, au collège. Même si je me souviens un peu de la primaire, mais pas grandement. Et encore, la plupart des événements dont je me souviens sont des événements assez négatifs. Donc, j'en ai quelques positifs, mais pas autant que ça. Et je pense que mon souvenir le plus ancien, je devais avoir peut-être 3-4 ans. Et mes parents s'étaient disputés. Et cette fois-ci, c'était allé très loin. Parce que mon père avait poussé ma mère sur une table en verre. Et elle s'était ouverte au niveau du dos. Actuellement, elle a toujours des cicatrices par rapport à ça, dans le dos. Elle les a couverts avec des tatouages. Donc ça, c'est cool. Du coup, j'étais la seule qui était présente avec mon père et ma mère. Mes sœurs, je ne sais pas où elles étaient, peut-être à l'école ou je sais pas, mais j'étais seule avec eux. Et donc, ma mère s'est retrouvée par terre après cette dispute, sachant que j'essayais déjà depuis 5-10 minutes avant ça de calmer mon père. Je me souviens que je l'avais attrapé par la jambe et que j'essayais de le stopper et qu'il m'avait poussé aussi, pas contre la table, mais poussé juste à côté par terre et me dire d'arrêter et de partir, d'aller dans ma chambre. Et finalement, quand j'ai entendu du bruit en plus et que j'ai entendu ma mère crier, je suis rentrée dans le salon et ma mère était à terre et il y avait une flaque de sang par terre parce qu'elle s'était vraiment ouverte grandement. Et du coup, mon père qui panique, qui appelle les urgences. Je me souviens juste de la police, enfin du SAMU, d'infirmiers qui viennent pour s'occuper d'elle. Moi qui suis dans un coin, aucun adulte qui me parle, alors que je suis en pleurs et en panique. Et mon père qui a l'air hyper intentionné avec ma mère et qui dit aux policiers qu'elle est tombée, qu'elle a trébuché et qu'elle s'est prise la table. Et au bout d'un moment, il y a une dame qui me parle et qui me demande si ça va et je lui dis que non, que je m'inquiète pour ma mère. Et elle me dit que ma mère, ça va aller et tout ça. Et ensuite, je me souviens juste de ma mère à l'hôpital et mon père qui vient avec des fleurs. Peut-être un peu de culpabilité, je ne sais pas. Donc, suite à ça, on a eu, je pense, un bon mois de tranquillité, sans dispute, sans incident. C'était très calme. Ils avaient même presque l'air amoureux, je dirais. Même si à l'époque, je ne savais pas c'était quoi être amoureux ou à quoi ressemblait un couple amoureux, mais ils avaient l'air plus, dans leur échange, plus tendres l'un envers l'autre. Et puis au bout d'un mois, mon père s'est dit, oh, c'est bon, je me suis fait pardonner, ça va, de toute façon c'est elle le problème. Et il est retourné sur ses travers habituels. Donc voilà. Ok, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Tu as dit tout à l'heure, à 12 ans, je trouvais que j'avais déjà passé beaucoup de temps sur cette terre. Mm-hmm. Ça implique quoi? Je sais pas, comme si le temps était super long et que j'avais l'impression à cet âge-là que je ne deviendrais jamais adulte. Déjà, j'avais pas l'impression que j'allais sortir de mon enfance. Je sais pas comment décrire ça en fait. C'est comme si
chaque jour était beaucoup trop long, chaque dispute était beaucoup trop longue. Et du coup, je pense que arrivé à 11-12 ans, après autant d'années de violence et d'insomnie, parce que du coup, mes parents se disputaient beaucoup la nuit et ça m'empêchait de dormir. Je pense que la plupart de mes carnets scolaires de quand j'étais petite, il y a noté que Susanna s'endort en classe et n'est pas concentrée. Tous mes amis rigolaient là-dessus parce que je m'endormais vraiment en classe et j'avais la tête qui penchait en avant et eux, ça les faisait rire. Ils disaient, mais t'as l'air toujours fatiguée et tout. Et moi, je disais, bah, je sais pas, je suis juste comme ça. Je pense que c'est le poids de devoir porter plusieurs masques. Il y avait mon masque à la maison où je pouvais être moi-même et ressentir les choses, mais juste dans ma chambre. Et si j'étais seule, parce que même face à mes frères et sœurs, on n'en parlait jamais. C'est très rare que j'ai eu des discussions avec mes sœurs par rapport à ça, sauf les soirs de dispute où on était réunis tous dans la même chambre. Et là, ma grande sœur me disait, ça va passer, dors, essaye de t'endormir. Alors que moi, je n'arrivais pas à dormir. Et elle me disait, bah, je surveille et toi, tu surveilleras après. Donc, on faisait des roulements dans la nuit pour vérifier que bah, ma mère allait encore bien et qu'il n'y avait pas de dispute en plus. Et dès qu'on entendait un bruit, on sautait du lit. Et mon père, ça l'énervait qu'on sorte de la chambre en courant et qu'on vienne vérifier ce qui se passe. Il me disait, mais allez dormir, qu'est-ce que vous faites là? Vous vous prenez pour qui? Ça l'énervait encore plus. Donc, généralement, on restait dans le couloir et on vérifiait si tout allait bien. Et donc, plusieurs années de ça, de devoir porter à l'école un masque de joie, parce que fallait pas que ça se sache. Fallait pas montrer de signes de faiblesse, parce que pour moi, pleurer, c'était un signe de faiblesse. Montrer de la tristesse, c'était de la faiblesse aussi. Donc, j'étais très contente de me dire, j'arrive à être sur tous les tableaux. Je suis hyper drôle à l'école. Je m'entends bien avec à peu près tout le monde en classe. Les gens me trouvent gentille et drôle. Et à la maison, j'arrive à pas trop énerver mon père. Et en plus, j'arrive de temps en temps à obtenir des choses comme une fois, j'ai eu une discussion avec lui pour lui dire que ce serait bien qu'on ait un peu d'argent de poche, que ce serait cool. Et après une longue discussion avec lui, il m'a dit, moi, je suis d'accord avec toi et on a pu avoir d'argent de poche. Donc j'étais en mode super cool. Sauf que à chaque dispute, ma mère, c'était beaucoup de culpabilisation. Et moi, je me sentais très coupable que ma mère soit enfermée dans ce mariage à cause de nous. Donc je me disais, c'est vrai que si je serais pas là, bah, elle ne serait pas dans cette situation-là. Et donc, plus je partirai rapidement, plus elle pourra partir aussi rapidement. Et certains moments, étant jeune, très très jeune, je me souviens que je me disais, bah, si demain je meurs, elle sera libérée. Bon, faudrait aussi que mes frères et sœurs passent aussi. Mais je me suis dit, bah, c'est plus simple de partir avec 4 enfants qu'avec 5. Et si je suis plus là, bah, ce sera déjà une charge en moins pour ma mère. Et donc oui, le temps était très long, très long. Et comment t'en es sorti de ça? À chaque fois, on me pose cette question et c'est juste, je sais pas comment répondre à ça. Enfin, dans le sens où, déjà, je pense que quand j'étais enfant, parmi tous mes frères et sœurs, j'étais celle qui était le plus dérangée par la situation. Tu sais, dans une famille, il y a toujours un enfant qui est vu comme la bête noire, celle qui parle toujours, qui a toujours quelque chose à dire, qui s'oppose tout le temps. Et bah, c'était moi. Donc, je pense que c'était la première étape pour me rendre compte que quelque chose n'allait pas. Et j'ai eu la chance d'être dans une ville avec beaucoup de diversité culturelle. Donc, j'ai eu des amis de partout. En rentrant à l'école, en fait, je me suis rendu compte que bah, beaucoup. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas autant d'enfants qui grandissaient sans violence du tout. Mais j'en ai rencontré. Je me suis rendue une fois où je suis allée chez une amie à moi et elle m'avait demandé de venir pour un devoir de classe. Et sa mère nous avait préparé un chocolat chaud, de quoi manger. Et elle nous avait accueillis avec tellement de gentillesse que ça m'avait troublée, en fait. Je trouvais. Et il y a une partie de moi qui me dit, bon, elle cache sûrement quelque chose comme tout adulte. C'est-à-dire, elle a l'air bien sympathique, mais je suis sûre qu'une fois que la porte est fermée, il se passe d'autres choses. Et du coup, j'avais demandé à mon amie, je lui ai dit, mais ta mère, elle est toujours comme ça? Parce que elle a l'air hyper gentille et tout. Elle me dit, bah oui, ouais, elle est toujours comme ça. Et elle est hyper serviable, elle écoute et je l'adore et tout. Et je me souviens que ce jour-là, j'avais pleuré chez mon amie et elle m'a demandé pourquoi. Et je crois que c'était la première fois où j'expliquais à quelqu'un en dehors de mes amis les plus proches avec qui j'ai grandi que à la maison, bah, j'avais pas du tout cette ambiance-là et que ça m'avait juste fait bizarre. Et j'avais discuté aussi avec sa mère et elle m'avait demandé si je voulais, si j'acceptais qu'elle puisse en parler avec un adulte. Et je lui avais dit que non, que ça changerait rien et que je voulais pas être séparée de mes frères et sœurs. Parce que si un placement pour une famille de 5 enfants,
on finit pas tous ensemble. Donc j'avais pas envie. Elle m'a dit qu'elle comprenait, et je pense que cette maman-là, elle avait grandi aussi avec une même enfance, enfin une enfance identique à la mienne, parce que la façon dont elle m'avait parlé, c'était pas en mode je comprends pas ce que tu vis et oh mon Dieu, comment les gens peuvent faire ça. C'était plutôt en mode je sais ce que c'est et je suis là si tu as besoin et je t'écoute si nécessaire. Et donc je suis restée amie avec cette fille pendant quelques temps, et puis après on s'est perdu de vue parce que j'ai déménagé. Et donc voilà, je suis retournée sur du classique. Mais on va dire que c'était la première étape de rencontrer un adulte de confiance. J'en ai rencontré aussi pendant mon parcours scolaire, certains adultes qui avaient l'air vraiment inquiets pour moi. Mais c'était toujours, je sens que quelque chose ne va pas, mais en même temps, je n'ai pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. J'ai toujours senti ça quand j'étais enfant. Tous les adultes que j'ai croisés qui ont tenté de faire quelque chose, c'était plutôt en mode, je sais que c'est dur, mais dès que tu peux, pars. Et à chaque fois qu'on devait appeler la police pour des violences conjugales, ils avaient toujours le même discours à dire à ma mère, Madame, faut partir. Donc les seules choses qu'on avait, c'était ça, c'est Madame, faut partir. On peut pas venir à chaque fois pour le même souci. Ça fait plusieurs fois que vous nous appelez et vous êtes toujours là. Donc un peu compliqué, quoi. C'est arrivé assez tard, du coup, le fait que tu rencontres un adulte ou même une situation parentale, familiale, sans violence apparente en tout cas. C'était plutôt vers le collège. Okay. Avant ça, dans ma famille, il y a eu une personne qui était mariée avec un homme blanc. C'était la première dans ma famille. C'est une tante qu'on voyait très très rarement. Et à chaque fois que j'entendais parler d'elle, c'était oui, mais elle est devenue blanche parce qu'elle s'est mariée avec un blanc et elle a des enfants métis. Elle était vue par les membres de ma famille comme une personne qui avait un peu abandonné sa famille. Cette tante était, je me souviens d'elle comme étant très douce. Dans ma famille, il y avait aussi certains adultes qui étaient très gentils avec moi, mais qui en même temps ne pouvaient pas faire grand-chose pour moi et n'empêchaient pas mes parents d'agir comme ils agissaient. Eux, c'était vraiment en mode, c'est tes parents, tu dois les respecter, je sais que c'est pas cool. On essayait de parler avec eux et de faire en sorte qu'ils soient moins violents, on va dire, mais on peut pas grand-chose pour toi, on va dire. Et ensuite, suite à ça, j'ai commencé vraiment vers les 16-17 ans à penser à ma santé mentale et à me dire que mentalement, ça n'allait pas bien. J'avais des soucis de poids, j'avais des soucis de concentration et tout ce genre de choses. Et c'est vraiment, je pense à mes 18 ans, où j'ai une amie qui m'a convaincue d'aller dans un centre médico-psychologique pour avoir un rendez-vous avec une psychologue. J'ai fait les démarches et j'ai dû attendre, je pense, facile 6 mois avant d'avoir un rendez-vous parce que beaucoup de demandes et c'était compliqué. Et j'ai pu voir cette femme qui a été ma première psychologue et je lui ai raconté beaucoup de choses. Elle avait l'air très choquée. Moi, je pensais que ma vie était assez basique dans son ensemble, mais elle était assez choquée et j'ai beaucoup discuté avec elle. Elle m'a beaucoup orientée et je l'ai suivie j'ai été suivie avec elle pendant à peu près, je dirais, 6 mois. 6 mois, et ça a quand même suffi à enclencher les choses pour moi et à me rendre compte que y a plein de choses qui n'allaient pas et à vouloir continuer à faire un suivi. À l'époque, je pouvais pas me permettre de faire un suivi comme j'aurais voulu le faire. J'étais jeune, j'avais pas forcément des moyens de folie pour être suivie toutes les semaines comme j'aurais voulu l'être. Mais cette dame a débloqué assez de choses pour que par moi-même, je fasse quand même un certain travail sur moi. Et elle m'avait donné un conseil qui m'a suivi. À l'époque, j'avais beaucoup du mal à voir des qualités chez moi ou à voir des choses sur lesquelles j'étais douée. Elle m'avait recommandé d'écrire parce que je lui avais raconté un souvenir où quand j'étais plus jeune, je tenais un journal avec un petit cadenas rose hyper sympa et la petite clé qui va avec. Et je pensais que ça suffisait à garder tous mes secrets en sécurité. Sauf qu'un jour, ma mère a lu mon journal. Il n'y avait pas des choses très sympas écrites sur elle. Ça lui a pas plu. Elle l'a jeté et j'ai été punie. Et je n'ai plus écrit pendant des années, en fait, jusqu'à mes 19 ans. Et donc, elle m'a dit, pourquoi ne pas recommencer? Vous vivez seule. À l'époque, je vivais avec un ex. Donc, elle m'a dit, voilà, vous n'êtes plus chez vos parents. Il n'y a personne qui va rentrer dans votre intimité. Donc, pourquoi ne pas écrire? Et je lui ai dit, ouais, c'est vrai, ça pourrait être bien. Et j'ai recommencé à écrire et ça m'a libérée, l'écriture et la musique. En fait,
je me permettais d'écrire et d'écouter de la musique en même temps. Et ça me permettait de vraiment vider tout ce que j'avais dans le cœur. Et je me sentais apaisée. En fait, c'est comme si tout ce qui me travaillait pouvait être jeté sur les pages d'un carnet et que je n'avais plus à porter tout ce poids. Et je me suis sentie beaucoup mieux. Et par la suite, j'ai commencé à travailler avec des enfants. J'ai commencé à garder des enfants. Faut savoir que quand j'étais plus petite, je détestais les enfants. Enfin, en vrai, c'est pas que je détestais les enfants, c'est qu'on m'a confié des enfants à garder beaucoup trop tôt. Je me souviens de moi, petite, en train de porter des plus petits que moi au dos, en train de donner des biberons, changer des couches, aider mes tantes et ma mère aussi, avec ma sœur qui a 8 ans de moins que moi et mon petit frère qui a 9 ans de moins que moi. Donc, j'ai toujours été entourée d'enfants, mais c'était pas par choix. À chaque fois que je voulais avoir un moment pour moi en tant que jeune fille et juste traîner dans ma chambre et ne rien faire et me reposer et dormir, bah, je devais garder tel ou tel cousin. Et en fait, à chaque fois que les adultes se réunissaient dans la même pièce, c'était dans le salon. Et du coup, c'était tous les enfants sont envoyés dans la chambre. Et voilà, les plus grands surveillent les plus petits et vous vous débrouillez. Et donc, quand j'étais petite, j'avais ce discours que je n'aurais jamais d'enfant et que je ne voulais pas d'enfant dans ma vie parce que je considérais que j'avais déjà eu trop d'enfants, on va dire. Et finalement, tu travailles avec. Finalement, je travaille avec des enfants. C'est ça qui est assez ironique. Mais ma vie n'est que tout ce que j'ai dit que je n'allais pas faire. C'est-à-dire que je travaille avec des enfants. Je suis mariée alors que j'étais en mode je ne me marierai jamais et je ne ferai jamais d'enfant. Et j'ai un enfant. Donc, j'ai fait vraiment l'opposé de ce que j'ai dit que j'allais faire quand j'étais enfant. Mais c'était des paroles plutôt traumatiques qu'autre chose. Et finalement, j'ai eu le déclic à la naissance de mon premier neveu. Mon neveu qui a aujourd'hui, qui va avoir 14 ans. Quand il est né, ma sœur a eu besoin les week-ends, parce qu'elle est infirmière, qu'on puisse s'occuper de lui. Et là, j'étais plus apaisée. J'avais fait un travail sur moi, je me sentais mieux mentalement. Et je voyais les enfants comme cette page blanche qui peut devenir tout ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Et je me sentais apaisée avec mon neveu. Il était tout bébé. Et j'ai assisté à sa naissance, parce que ma sœur n'avait personne pour l'accompagner ce jour-là. Et je me souviens qu'on a fait un pierre, feuille, ciseaux avec ma sœur pour savoir qui allait rentrer avec elle. Parce qu'aucune de nous deux ne voulait rentrer. On avait la phobie des grossesses et tout ça. Finalement, c'est tombé sur moi. J'étais assez déçue, je vais pas mentir. Et finalement, c'était magnifique. C'était traumatisant en même temps, mais magnifique. Quand mon neveu est né, du coup, ma sœur était en train d'être prise en charge par les infirmières. Et moi, j'ai dû suivre mon neveu jusqu'à son bain. À l'époque, le bain était donné directement. T'arrives, tu prends un bain. J'ai juste regardé dans ses yeux et je me suis dit, ouais, je veux qu'il soit bien, je veux le protéger, je veux qu'il soit en sécurité. Et donc après ça, je me suis occupée de mon neveu la plupart des week-ends pendant que ma sœur travaillait. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Alors qu'à l'époque, je travaillais en secrétariat. Enfin, j'ai fait des études en secrétariat et je travaillais à la préfecture. J'ai apprécié plus mes week-ends avec mon neveu que la semaine où je trouvais ça assez redondant et épuisant, psychologiquement, d'être avec autant d'adultes que je trouvais fatigant. Et je me suis dit, mais en fait, quand on est avec un enfant, on est bien. On est tranquille. Les enfants sont sans prise de tête, sont honnêtes. Et ça, c'est une chose que j'ai toujours aimé chez les enfants. C'est qu'ils n'ont pas de filtre. Ils sont honnêtes. Et voilà, il y en a qui m'ont dit parfois, Susanna, t'es trop grande, t'es trop grosse. J'ai eu plein de commentaires d'enfants, mais j'ai toujours regardé ça avec un sourire parce que je me suis dit, mais ils osent. Ils ont pas, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de faux semblants. Alors que moi, je travaillais en secrétariat où c'était plein de faux semblants et d'adultes qui te sourient, mais qui derrière vont cracher sur ton dos. Et donc, j'ai dit à ma sœur, bah, je pense que je vais m'orienter et que je vais commencer à garder des enfants. À l'époque, je ne pensais pas être à la hauteur et j'avais un peu la peur d'être un adulte qui traumatise un enfant. Mais en même temps, j'avais envie de travailler avec des enfants, donc je me suis dit, bon, lance-toi sur une sortie d'école, donc de 16h30 à 19h, et vois si ça te parle et si ça se passe bien. Donc j'ai gardé une première petite fille en sortie de crèche, donc je devais la récupérer à 16h30 et la garder jusqu'à 19h30. Et c'était juste génial. C'était génial, j'ai adoré. Je me sentais bien dans les familles. J'étais pas entourée d'adultes et ça me faisait un bien fou, en fait, de juste être avec un enfant et de pouvoir l'accompagner dans son évolution. Et donc, je me renseignais sur Internet, sur des activités à faire avec elle, des jeux, comment l'éveiller, tout ça, tout ça. Et j'ai adoré, j'ai continué comme ça dans plusieurs familles pendant des années. Et je partais du principe, en fait, que j'étais faite pour m'occuper d'enfants, mais pas forcément en avoir.
Et j'étais très comblée de juste m'occuper des enfants des autres et pouvoir le soir retourner à ma vie, à moi, sans enfants, tranquille. Et ça me convenait parfaitement. Mais ça a changé. Ça a changé. C'est vrai. Comment ça a changé? En fait, je pense qu'au fond, j'avais ce désir d'enfant, je l'ai toujours eu. Je pense, c'est pour ça d'ailleurs que je pense autant de personnes dans ma famille m'ont confié des enfants quand j'étais enfant, c'est que toutes les personnes m'ont toujours dit, t'as quelque chose avec les enfants, ça passe crème. Et littéralement, quand j'étais plus jeune, s'il y avait un enfant qui était en train de pleurer, on me le posait dans les bras et il arrêtait. Okay. Et ça m'est arrivé, mais un nombre incalculable de fois. Même avec des familles avec qui j'ai travaillé, je me souviens d'être allée à un entretien pour une famille. Le bébé était en pleurs, la mère était épuisée. Et elle me dit, non mais je n'en peux plus, il pleure tout le temps et tout. Je lui dis, est-ce que vous voulez que je le prenne juste le temps de l'entretien pour que vous puissiez juste respirer une seconde? Elle me dit, allez-y, mais il ne s'arrête pas de pleurer, il pleure vraiment tout le temps. J'ai pris l'enfant dans les bras et il s'est arrêté net. Je me suis dit, waouh, bizarre. Mais j'ai pu faire l'entretien avec la maman, elle m'a dit, non mais là, je vous veux tout de suite. Elle me dit, j'ai fait plusieurs personnes, mais là, je veux que ce soit vous. Finalement, j'ai pas travaillé avec cette famille parce que c'était assez loin de chez moi et que j'ai trouvé des offres plus intéressantes et plus près. Mais avec les enfants, ça a toujours été comme ça. Une entente naturelle et comment tu fais à ce moment-là parce que tu t'occupes d'enfants, mais tu es quand même confronté à des situations de conflit avec les enfants, je suppose, à des situations de crise. Comment tu fais pour agir avec le bagage que tu as? Alors, avec le bagage que j'ai, honnêtement, sur les débuts, c'était assez compliqué, dans le sens où les familles avec qui je travaillais, pour la plupart, avaient aussi normalisé la violence psychologique envers les enfants. Donc, souvent des réflexions ou de l'agacement. Et du coup, moi aussi, je me disais, c'est normal. Donc, quand j'ai commencé à garder des enfants, je considère que j'étais aussi dans la violence psychologique, pas constante. J'ai toujours essayé d'être bienveillante et à l'écoute avec les enfants avec qui j'ai travaillé. Mais je partais du principe qu'ils faisaient des crises, que par moments ils faisaient exprès, qu'ils étaient un peu manipulateurs avec leurs parents. Donc ça, c'est les discours que j'avais dans ma tête au début. Et il m'a fallu vraiment, je dirais, quelques années avant de vraiment déconstruire totalement les choses et de continuer à être suivie aussi par un psychologue pendant toutes ces années-là. Dans le sens où j'ai réussi à normaliser que, ok, ce que j'ai subi quand j'étais enfant, c'était de la violence, mais faut quand même trouver un juste milieu avec les enfants et que si on est trop gentil avec un enfant, il va prendre la confiance et on va se faire marcher dessus. Quand j'ai commencé à garder des enfants, j'avais encore ce discours-là. Mais bizarrement, c'était un discours qui était suivi par tous les adultes autour de moi. C'est-à-dire la plupart des familles avec qui je travaillais avaient envers moi le discours « N'hésite pas à être ferme avec eux, faut être ferme avec eux, sinon ils vont te bouffer ». Ils sont adorables, hein, mais n'hésite pas à poser tes limites parce que sinon, voilà. Et donc, je me souviens de fois où d'être avec des enfants de 2-3 ans qui faisaient des crises parce que pas bien, parce que ceci, cela. Et je me souviens d'une fois où un enfant ne voulait pas mettre ses chaussures parce qu'il voulait les anciennes, sauf que les anciennes étaient trop petites et qu'il fallait qu'il change. Et la mère me disait, j'arrive pas à lui faire changer ses chaussures, il veut pas celle-ci alors qu'il a mal aux pieds. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais comment ça, elle n'arrive pas à lui faire changer ses chaussures? Juste, tu lui dis que c'est fini et c'est fini. Je comprenais pas, en fait. Je pense qu'elle était plutôt dans une éducation un peu laxiste où elle n'osait pas trop poser ses limites. Et donc, moi, j'ai dit à cet enfant, stop, maman, elle t'a expliqué, tes chaussures sont trop petites, donc on va mettre les nouvelles. Et il s'est mis à pleurer et je suis restée ferme sur mon affirmation. Mais je pensais que ce que je faisais était juste, mais je pensais aussi que cet enfant faisait exprès. C'est-à-dire qu'il en faisait trop. C'était trop pour juste une paire de chaussures. Et finalement, plus les années sont passées, plus j'ai compris, en fait. Plus j'ai compris qu'en fait, quand j'étais face à des émotions trop fortes avec les enfants que je gardais, ça me remettait un peu à mon enfance et il fallait que ça s'arrête assez rapidement. J'ai toujours eu beaucoup de patience pour les enfants. C'est-à-dire, un enfant qui pleure, ça ne m'a jamais gênée, mais vu que moi, quand j'étais enfant, je pouvais pas du tout pleurer et j'avais des raisons qui paraissaient plus importantes de pleurer, violence conjugale, violence physique. Je pense qu'il y avait une sorte de part de jalousie où je me dis, mais ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des parents aimants, ils ont des parents qui sont bons avec eux, qui sont gentils avec eux, et pourtant,
malgré ça, ils n'arrivent toujours pas à avoir un comportement qui est correct, quoi. Il m'a fallu du temps pour déconstruire tout ça. Donc, je travaille avec des enfants, j'essaie d'être bienveillante, comme le sont, pour moi, la plupart des parents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des parents qui sont en mode, oui, mais voilà, moi, je suis un parent qui est respectueux avec son enfant, qui est cool avec son enfant, mais il ne faut pas qu'il dépasse ses limites. Et je me vois, moi, il y a une quinzaine d'années, quoi. Je me vois, jusqu'à l'âge 36, je me vois, moi, il y a 16 ans, quoi. Je me vois, moi, il y a 16 ans, avec le même discours. C'est pour ça que j'en veux pas à ces parents-là, parce que quand on a grandi avec la violence, même si on pense l'avoir supprimée en partie, c'est-à-dire on sait que frapper un enfant, c'est pas correct, tout ce qui est psychologique, la violence psychologique, je trouve qu'elle est plus dure à déceler, elle est plus dure à déconstruire. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à la normaliser pour réussir à tenir le coup, pour réussir à rester dans une certaine stabilité mentale et devoir accepter que j'ai moi-même subi de la violence psychologique, parce que quand j'étais petite, je pensais que j'en avais subi que de la physique et pas de psychologique. Ça a été la première étape. Comprendre que j'en ai fait subir aussi malgré moi à des enfants que j'ai pu garder sans m'en rendre compte, avec l'accord des parents, parce que, encore une fois, je n'allais pas dans un sens opposé aux parents. Je me souviens qu'avant, on me disait, oui, mais c'est pas dur de t'adapter à chaque famille et tout. Et moi, j'expliquais que moi, je suis les parents. Si les parents me disent, sois comme ça, je serai comme ça avec les enfants. Et puis, j'ai commencé à travailler avec des enfants. Plus le temps passait, plus j'ai réussi à m'affirmer auprès des parents et de dire, moi, j'aimerais faire comme ça avec les enfants, si bien sûr vous êtes d'accord. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai réussi à être assez en confiance avec moi pour m'imposer auprès des parents, c'est de dire, moi, pendant que je garde les enfants, je ne veux pas d'écran. J'aimerais vraiment que sur le temps où vous m'engagez, que je puisse m'occuper des enfants sans télé ni rien, et qu'ils puissent garder ces moments de télé avec vous. Et la plupart des parents m'ont toujours dit, c'est votre temps, faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci, et ils suivront. Et j'ai eu la chance de tomber sur des familles hyper bienveillantes, hyper bien avec leurs enfants, respectueux, même si beaucoup avaient quand même le discours « une fessée, ça n'a jamais tué personne ». Mais pour moi, avoir ce discours, ça ne veut pas dire qu'on est un parent qui est malveillant ou un parent qui est pas mon parent. C'est juste qu'on n'a pas déconstruit certaines croyances de notre enfance. Parce que ces parents-là m'ont forgé quand même sur mes connaissances avec les enfants et avaient des enfants qui avaient l'air bien, qui étaient bien traités, aimés, respectés, des parents qui s'inquiétaient pour eux. Mais il y avait quand même de la violence psychologique. Et comment tu te retrouves à avoir un enfant? Je me rends compte que c'est plus dur que ce que je pensais avant d'avoir des enfants. Une fois que j'ai déconstruit, j'avais un peu la prétention de me dire « Ok, j'ai déconstruit, quand j'aurai des enfants, je ne ferai pas tout ça et je serai calme et je serai apaisée. Et à partir du moment où je traite mon enfant avec respect et que je le traite vraiment avec bienveillance, il me le rendra et tout se passera super bien. » J'en rigole aujourd'hui, mais j'avais vraiment l'idée qu'il suffit qu'on respecte son enfant, on lui apporte tout l'amour possible et ça va rouler. Enfin, tu pensais que ça serait facile, peut-être? Que ce serait plus facile pour moi parce que je suis avec des enfants depuis très très longtemps et que j'ai une certaine facilité avec eux. Donc je me suis dit que ce serait plus facile pour moi. J'avais pas pris l'aspect que la maternité fait remonter aussi pas mal de son enfance. Mmh. Donc certaines choses que je pensais avoir réglées, maîtrisées et mis de côté sont revenues me tomber au visage. C'était comme une vague en fait. La maternité, pour moi, je l'ai vécue comme une vague de bonheur. Mais tu sais, c'est comme quand tu es à la plage et qu'il y a des grosses vagues et que ça ramène un peu tout le bas-fond des mers avec plein de déchets de la mer. C'était ça. J'étais à la plage, j'étais super contente, très heureuse, mais à chaque vague, il y a des petites choses qui revenaient comme ça et que j'ai dû réajuster et revoir pendant une thérapie pour gérer ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de patience pour les enfants, mais que par moments, avec la fatigue, le postpartum, l'allaitement, ton couple qui change un peu parce que vous devenez parent et vous êtes un peu stressé et vous vous voyez moins. Et ton mari qui devait prendre son congé paternité, mais finalement on n'a pas pris toutes les semaines et toi ça t'a stressé. Je me suis rendu compte que, ah oui, c'est pas si simple que ça et ça demande encore un travail mental. Et en fait, je pensais que j'avais fini avec la thérapie. Et en fait, je me suis rendu compte que la thérapie, c'est un peu comme le sport en fait. C'est-à-dire que tu fais pas 6 mois de salle de sport et ensuite en mode c'est bon,
mon corps est bon pour toute ma vie, j'ai plus besoin de faire de sport jusqu'à ce que je meure. Non. C'est généralement, si tu veux entretenir ta forme physique, tu dois travailler dessus au quotidien et généralement toute ta vie. Et là, avec la santé mentale, c'est la même chose. Je pensais que j'avais fini avec la thérapie parce que j'avais déjà fait le travail, mais en réalité, j'en ai encore besoin parce qu'il y a des moments où j'ai des baisses de morale. Mon mental n'est plus aussi bien qu'il ne l'est habituellement. Et je pense que mentalement, il n'y a pas de « oh, je suis bien mentalement, tout va bien dans ma tête ». C'est ça va, mais il y a certaines choses qui me travaillent. Et c'est toujours bien de se faire accompagner par rapport à ça et de pouvoir se dire « ok, là, il y a ça qui me revient. Je vais le travailler, je vais en parler et je vais pouvoir faire en sorte que ça se passe mieux. » quoi. Et donc, ton enfant arrive? Mon enfant arrive, Zoé. Avant qu'elle arrive, on a eu quand même 2 grossesses qui se sont arrêtées. D'accord. Donc, ça n'a pas été fun. Comme beaucoup de personnes qui ont une enfance un peu traumatique, on imagine toujours qu'il va se passer quelque chose, qu'un malheur arrive. C'est-à-dire, moi, je vais passer beaucoup de temps à me dire, tu es bien pour l'instant, mais n'oublie pas qu'il y a toujours quelque chose. Quand j'ai rencontré Jérôme, j'étais super contente, on était amoureux, ça se passait bien. Mais je me dis, ça se trouve, c'est un fou, quoi. Je me dis, il a l'air bien là, mais tu connais pas vraiment les gens. De l'extérieur, par exemple, tout le monde apprécie mon père, hein. Hyper drôle, hyper gentil, hyper sociable. Donc je me dis, ça se trouve, tu l'as rencontré, il a l'air bien, mais qui sait si c'est vraiment quelqu'un de bien? Tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Finalement, Jérôme n'est pas un fou. Il va très bien, il est bien. Et donc je me suis dit, il y aura sûrement quelque chose après, je ne sais pas. J'attendais toujours que quelque chose arrive. Et bim, au moment où on décide de fonder une famille, ça se passe pas bien. Donc 2 grossesses d'affilée qui s'arrêtent à 1 mois et demi et 2 mois. Et là, je replonge dans la dépression. Je me dis, oui, tu as profité pendant quelques années de bonheur, mais c'est fini. Et maintenant, tu retournes, tu retournes à ton habituel, quoi. À juste la vie qui te lance caillou sur caillou. Donc, je dis à Jérôme, peut-être qu'en vrai, je suis juste fait pour garder des enfants et pas en avoir un comme je le pensais avant. Et il m'a dit que non. Il est hyper optimiste. Je trouve que ça donne un bon équilibre dans notre couple. Moi, je suis un peu en mode, ça va mal finir. Et il est en mode, mais non, t'inquiète. Donc, c'est pas mal. Finalement, Zoé est arrivée. Je me suis dit, cet enfant, je veux l'aimer et la protéger de la meilleure façon possible. Ouais, c'était une vague de bonheur quand elle est arrivée. On m'a toujours dit que l'amour maternel n'est pas forcément instantané, et j'y crois. J'étais préparée à ce que peut-être je pose les yeux sur elle et que je ne ressente pas tout de suite un amour inconditionnel. Parce que j'ai travaillé avec des mamans pendant des années, parce que j'ai vu des mamans me dire, mon enfant, c'est au bout de 3 mois ou 2 mois que j'ai vraiment ressenti quelque chose. Et je comprenais. Parce qu'en effet, on ne connaît pas son enfant dans le fond. C'est un être vivant qui arrive et c'est quand même d'un côté un inconnu. Et donc, je m'étais préparée à tout. J'imagine toujours tous les scénarios. Donc, je m'étais préparée à ce que je regarde ma fille et que je suis en mode, pas pour l'instant. Et finalement, quand j'ai posé les yeux sur elle, ça a été instantané. Je me suis dit, waouh, c'est la plus belle personne que j'ai vue de ma vie. Et amour instantané, hyper heureuse. Est-ce que quelques temps après, en revoyant les photos de la naissance, tu te oui. dis, quand même, il y a un filtre. Oui. Alors, on s'est dit la même chose avec Jérôme. Vraiment, on regarde les photos de Zoé quand elle était vivante, on s'est dit, mais waouh, l'amour, c'est fou ce que ça peut faire. Parce qu'on se dirait, elle avait pas l'air. En fait, finalement, non, quoi. Donc oui, c'est comme quoi l'amour rend un peu aveugle. mais oui, on a eu cette impression-là. Mais finalement, oui, c'était... Jérôme aussi, ça lui a fait cette impression de « Waouh, c'est fou, on veut vraiment l'aimer et la protéger ». Mais en même temps, la maternité a fait remonter beaucoup de choses pour moi. De voir ma fille avec son père, surtout. De voir qu'elle est un vrai père qui est présent. Par moments, j'en ai pleuré, quoi. Sans vraiment savoir pourquoi. Juste pleurer de joie pour elle. De me dire, elle a vraiment un père qui est là, qui l'aime, qui la traite avec respect, avec amour. Et qui ne lui ferait jamais du mal volontairement. Et je me suis dit, waouh, elle a de la chance et c'est juste génial, quoi. Je me dis toujours ça aujourd'hui. Mais ça fait remonter quoi d'autre? Parce que du coup, est-ce que c'est arrivé, par exemple, tu vois, je sais pas, si elle rentre en conflit avec son père ou s'il y a une crise avec son père, est-ce que tu as ressenti des choses comme... Alors, je dis pas que c'est ce que tu lui as dit, hein, mais vraiment ressenti à l'intérieur de toi, c'est la petite voix, tu vois, qui te dit
Non mais meuf, attends, mais t'es en train de péter un plomb, mais tu te rends compte de ce que t'as? Tu te rends compte du père que t'as, de la mère que t'as? Et t'es en train de me faire chier à ce point-là? Honnêtement, non. Je Ok. l'ai jamais vu comme ça. Après, je grossis le trait. Hein, mais... Oui, non. Je l'ai toujours vu dans le sens où, mon Dieu, t'es pas à la hauteur. En fait, j'ai toujours cru que je l'ai toujours vu dans mon sens à moi, dans le sens où je ne suis pas assez bien pour elle. Quand je n'étais pas à la hauteur, je me suis pas dit, mais c'est pas possible, elle a tout ce qu'il faut et pour autant, elle a pas de raison de se plaindre ou je ne sais quoi. Je me suis toujours dit, voilà, je pensais être différente de mes parents, mais au fond, je suis exactement pareil. Alors que pas du tout, hein. Mais quand j'étais dans des moments où j'ai eu forcément des comportements qui n'étaient pas appropriés avec elle. Comme je me souviens d'une fois spécifique qui m'a marquée parce que j'ai posé la main sur ma fille. Quand je dis ça, je vais développer. Je sais plus c'était pourquoi, mais elle était en crise et elle m'a griffé. Et du coup, je l'ai attrapée par le bras, mais trop fort à mon goût. Trop fort à mon goût. Donc, je l'ai attrapée et je lui ai dit non, stop, ça suffit. Je l'ai attrapée. Elle voulait pas que je la porte. Donc, du coup, elle a fait le poids mort. Et du coup, j'ai dû la soulever d'un coup. Mais je l'ai fait avec colère. J'étais agacée par la situation. Après cet événement, une fois que j'ai réussi à la porter, je l'ai posée sur le canapé, mais brusquement. Je l'ai pas jetée, j'exagère. Mes gestes n'étaient pas les bons et j'étais en colère. Donc du coup, je pense qu'elle l'a ressenti et que c'est la première fois où ma fille m'a regardée vraiment, je dirais, avec de la peur dans les yeux et ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit, waouh, en fait, si je suis exactement comme mes parents, tous les adultes en sont capables et tous les adultes peuvent être cette personne, même si ça dure un court instant. Parce que je me suis ressaisie juste après. Je me suis excusée auprès de ma fille. Je lui ai dit que j'étais désolée. Je lui ai dit que c'était pas elle le problème, que c'est moi qui avais manqué de patience. Je pensais qu'elle allait Pour moi, j'avais brisé toute notre relation et qu'elle allait même pas vouloir que je m'approche d'elle. Et c'est elle-même qui est venue dans mes bras et j'avais les larmes aux yeux et j'ai pleuré. Je lui ai dit que j'étais désolée encore et encore. Et quand Jérôme est rentré, je lui ai dit que j'étais une mère horrible. Il m'a réconforté, il m'a dit que non, que je restais humaine et que j'avais un passif très lourd. Et il m'a dit, est-ce que tu veux que je reprenne rendez-vous avec la psychologue? J'ai dit oui, et j'avais pas la force de le faire. Donc c'est lui qui l'a fait. Parce que c'était pendant mon postpartum. Zoé devait avoir, je dirais, 1 an et demi. Donc je lui ai dit oui, vas-y, fais-le parce que je n'y arrive pas. Mais j'ai besoin d'aide. Et donc, il l'a fait. J'ai pu revoir une psychologue, en parler avec elle, lui expliquer tout ce que la maternité a fait remonter en moi. Et ça allait mieux. Même si par moments, honnêtement, même encore aujourd'hui, quand je me sens dépassée par la situation ou par ma fille, c'est comme si j'entendais encore la voix de mes parents dans ma tête qui me dit « T'es pas une si bonne mère que ça ». Ou parfois qui me dit « Ouais, tu vois, elle se comporte comme ça parce que tu lui as laissé trop de liberté. Parce que tu lui as laissé trop de paroles. Et tu vois, tu es en train de te faire bouffer. » Et pourtant, dans cette voix, je l'entends, mais j'entends aussi la voix de mon cœur qui dit, bah non, justement, elle est comme ça parce qu'elle a cette liberté et qu'elle sait que même si par moment, elle va avoir un geste qui convient pas, notre amour pour elle ne s'arrêtera pas. Elle ne gère pas sa frustration. Donc si par moment, elle a le malheur de poser la main sur moi ou de cracher par terre ou d'avoir un comportement qui est considéré comme, oh mon Dieu, c'est quoi cet enfant horrible? Elle sait que c'est pas ce qu'on ressent. Mais c'est juste dur parce que je pensais que cette petite voix dans ma tête, qui a été instaurée par mon enfance, qui a été instaurée par les paroles de mes parents, je pensais qu'elle n'était plus là et que j'avais réussi à la faire partir. Avant d'être maman. Avant d'être maman. Ah oui. Sauf que finalement, quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte, elle est toujours là. Mais je le vois comme si elle était dans une pièce au fond du couloir, un très très long couloir et tout au fond. Et que par moments, quand je me sens dépassée par mes émotions, la porte s'ouvre. Et du coup, cette voix sort. Mais j'arrive en me calmant, en parfois mettant juste une musique classique pour essayer de me recentrer, à marcher jusqu'au bout du couloir et refermer la porte. Et je sais que cette voix que j'entends dans ma tête n'est pas la mienne. Et que la mienne sait que je suis un bon parent pour mon enfant et que j'essaie de faire de mon mieux pour qu'elle soit heureuse. Mais c'est juste dur de vivre avec plusieurs voix dans sa tête. Dit comme ça fait... Ça fait particulier. Tu sais, moi, je te comprends parfaitement parce que j'ai à peu près la même voix. Et je pense que la grande promesse qui est faite par les charlatans et les charlatanes qui traînent sur les réseaux, notamment, c'est de faire croire que tout à coup,
on ne va plus entendre cette voix, alors que la réalité de la thérapie est bien différente. C'est que la thérapie, elle n'enlève pas la petite voix. Elle n'enlève pas les choses négatives qu'on peut ressentir. Elle nous apprend à les gérer, à les accompagner. C'est ça. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Tu sais, c'est comme les parents qui disent moi, je veux plus crier sur mon enfant. La première chose qu'on va faire, c'est on va partir du principe que ça va arriver, donc on va apprendre comment gérer les moments où ça arrive. Et ensuite, petit à petit, en plus, le simple fait de faire ça, ça fait qu'on crie moins. C'est pas évident. C'est pas évident, mais je trouve que ça vaut largement le coup. Et autant moi je l'ai fait, mais je pense que le plus dur pour moi, c'est de vivre et d'avoir encore autour de moi, que ce soit dans ma fratrie ou dans mes cousins, cousines, dans ma famille, des gens qui n'ont pas fait ce cheminement. Et j'ai l'impression que par moments, pour l'instant, ça va. Ma fille est petite, mais je sais pas ce que ça va donner avec le temps et ma relation avec certaines personnes autour de moi par rapport à ça. Je pose mes limites, toujours. J'ai jamais eu un souci à le faire, que ce soit avec dans ma fratrie ou que ce soit avec des cousins, cousines. Je me souviens d'une cousine spécifique à moi, avec qui je suis pas en contact actuellement. Mais quand Zoé est née et que j'ai annoncé sa naissance, elle m'a dit une chose que j'ai pas acceptée. Elle m'a dit « Ah, c'est notre petite Mundele ». Mundele, ça veut dire blanc en lingala, ma langue maternelle. Je lui ai dit tout de suite, alors là, je te stoppe tout de suite. Ma fille, elle a même pas une semaine. Tu vas pas commencer à lui coller des étiquettes et à la pointer du doigt par rapport à ses autres cousins, cousines à cause de sa couleur de peau. Et elle m'a dit que c'était une blague, que c'était une façon affective de parler d'elle. Je lui ai dit hors de question. Et je lui ai dit, si tu veux m'avoir dans ta vie et ma fille dans ta vie, je te conseille fortement de changer ton langage par rapport à ça. Elle m'a dit que j'exagérais, mais le message est passé. Et il est passé auprès de toute ma famille parce que c'était sur une conversation groupée. Donc j'ai bien mis les points sur les i. Et ma cousine, une autre de mes cousines me sort encore aujourd'hui ce que je leur ai dit ce jour-là, c'est que vous êtes ma famille, je vous aime, mais j'ai créé ma famille. Et la famille que j'ai créée, je suis désolée de vous le dire, est plus importante à mes yeux. C'est celle que je dois protéger, quoi. C'est beaucoup plus important à mes yeux. Ma fille sera toujours ma priorité. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, la famille que j'ai créée sera toujours ma priorité. Et si vous êtes une gêne à ça, vous devrez partir. Moi, ce que je dis tout souvent, que ce soit pour mes enfants ou pour ma compagne, c'est que je prioriserai toujours les gens que j'ai choisis dans ma vie plutôt que ceux que la vie a choisis pour moi. Exactement. J'ai une dernière question. Quel rapport tu entretiens avec tes parents aujourd'hui ? Aujourd'hui, je n'en ai plus. D'accord. Mon père, je ne suis plus en contact avec lui depuis le divorce. Enfin, un peu après le divorce, on avait gardé contact, mais il était toujours aussi toxique. Donc, c'était il y a combien de temps ? Le divorce, j'avais 12 ans. D'accord. J'avais 12 ans quand mes parents... Non, 13 ans. Attendez. Et nous, ça fait plus de 20 ans alors. Oui. Attendez, non, mes parents ont divorcé, j'étais au collège. Donc oui, j'avais 14 ans. Je devais avoir 14 ans quand mes parents ont divorcé. Donc quand mon père est parti, mon père est narcissique. Vraiment, et pas en mode PN. Non, c'est vraiment un narcissique. Quand mon père a eu la décision du tribunal qui a dit qu'il devait quitter le foyer familial, il l'a fait. Mais avant de partir, il a cassé tous les verres, toutes les assiettes. Il a déchiré les canapés en cuir. Et il est parti avec toutes nos photos de famille de toute mon enfance. Je dois avoir peut-être 4-5 photos de moi petite et pas plus. Malgré ça, on a quand même essayé de garder du lien avec lui quand mes parents ont divorcé. Mais non seulement il passait son temps à insulter ma mère à chaque fois qu'il avait du temps avec nous. Dès qu'on faisait des sorties avec lui, il gardait les tickets de caisse et nous demandait de les donner à notre mère quand on rentrait à la maison. Quand il payait la pension alimentaire, il écrivait des insultes à l'arrière des chèques dans ma langue maternelle. Ma mère a fait une demande pour que la pension soit prise directement sur son salaire. Il y a eu un jour où c'est une des dernières fois où je l'ai vu volontairement, où on était parti chez lui pour le week-end. Ce jour-là, il était énervé. Je ne sais pas pourquoi, c'était quelque chose par rapport à la pension alimentaire. Ma mère avait re-rencontré quelqu'un d'autre, son conjoint actuel, qui n'est pas mieux. Et il nous avait demandé d'écrire un courrier pour dire que ma mère était déjà en couple avec son conjoint actuel quand mes parents étaient encore mariés. Ce qui n'est pas le cas. On lui a dit non. Et on lui a dit qu'on ne voulait pas qu'il nous implique
dans les histoires leur histoire d'adulte, que c'était pas notre place d'intervenir ou de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ça lui a pas plu. Ce soir-là, il nous a dit qu'il allait nous ramener à la maison, alors qu'il avait interdiction de venir chez ma mère. D'habitude, quand on allait le voir, on se laissait à la gare dans la ville d'à côté, et puis nous, on rentrait en transport. Et là, il a décidé de nous ramener un soir, et il nous a dit, en gros, qu'il allait faire du mal à notre mère. Donc, on était arrêtés à une station-service pour qu'il puisse appeler quelqu'un, une cabine téléphonique. Pendant ce temps-là, nous, on était dans la voiture, en panique, en larmes, et j'étais avec juste une de mes sœurs, et je lui dis, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on parte. Et elle avait peur, moi aussi. Et finalement, à côté de nous, on a vu une voiture de police. Et donc, on s'est dit, on va leur parler, on va leur dire que mon père n'est pas censé venir chez ma mère, qu'ils sont divorcés et qu'il ne veut pas nous ramener à la maison. Chose qu'on a faite. La police nous a demandé de sortir nous a récupérés. Et donc, mon père était encore en train d'appeler. Et quand il est sorti, il avait un grand sourire. Un sourire en mode choqué, mais pas étonné. Et donc, la police lui dit, vos enfants nous ont dit que vous voulez aller chez votre ex-femme et que vous n'avez pas le droit d'aller là-bas et que vous ne voulez pas les laisser partir. Il leur a répondu, c'est pas mes enfants. Ah, putain. Et donc, les policiers sont en mode, ce ne sont pas vos enfants. Il dit non. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants qui appellent la police pour leurs parents? Et donc, les policiers sont en mode, oui. Oui. Et il dit non, c'est pas mes enfants, ça c'est pas des enfants, ils sont ingrats. Bref, il a commencé à nous insulter. Okay. Il a dit récupérez-les, de toute façon j'en veux pas. Ça a été très dur ce jour-là parce que c'était vraiment le deuil de cette relation que j'aurais rêvé avoir en fait avec mes parents, même si au fond je savais que mon père était néfaste, narcissique, violent, mais quand on est enfant, quand on est jeune, on veut quand même cette relation. On se dit, ça peut changer, ça peut évoluer. Ils sont plus ensemble, ils sont divorcés, chacun est de son côté. Ça peut bien se passer avec les deux. Finalement, non. Et ce soir-là, quand on est rentré avec la police, on s'est fait aussi gronder par ma mère, qui nous a dit, je vous avais dit de pas aller là-bas. Donc voilà, ça a été la double peine. Et donc c'est là que j'ai coupé les liens avec mon père. Et on ne s'est pas revus depuis. Enfin, on s'est croisés accidentellement, mais on ne s'est pas reparlé depuis. Et ta mère? Je précise juste qu'il y a quelques années, avant que j'ai Zoé, je crois... Non, Zoé était déjà là. Quand Zoé était bébé, j'avais reçu un appel d'une médiatrice qui venait de la part de mon père, qui voulait prendre contact parce qu'il était malade et qui voulait renouer. J'ai refusé. Et donc, je n'ai pas revu mon père depuis. Il est toujours en vie. Et ma mère, elle était dans ma vie quand j'ai accouché. Elle était très présente pendant mon postpartum. Je me suis dit, ça va, ça se passe bien. Elle s'est améliorée. Elle était vraiment à l'écoute. Bon, voilà, on avait une relation qui était quand même plutôt bonne, même si par moments, elle avait certaines réflexions. Tu la portes trop, tu vas lui donner des mauvaises habitudes. Tu devrais lui donner à manger comme ça. Mais j'arrivais toujours à lui dire, écoute, tu as fait ton temps, tu as eu tes enfants, tu as fait ta maternité, laisse-moi vivre la mienne. Elle était en mode, je fais ce que tu veux. Donc ça allait, mais malheureusement, après ça, il y a eu des soucis avec ma sœur, plein d'histoires qui sont remontées par rapport à son conjoint actuel, qui n'est pas non plus une bonne personne. Et faut savoir qu'avant qu'on ait Zoé et que je me marie avec Jérôme, elle n'est pas venue pour mon mariage parce que je ne voulais pas qu'elle vienne avec son conjoint actuel, que je ne peux pas voir pour de nombreuses raisons, mais qui prendrait beaucoup plus d'heures à expliquer que ce qu'on a. Et du coup, elle a choisi son conjoint. Donc, elle a dit, s'il vient pas, je ne viens pas. J'ai dit d'accord. Malgré ça, elle était quand même là après mon accouchement. Ça se passait bien. Et puis ensuite, il y a ma sœur qui s'est mariée aussi. Ça a été la même chose. Là, ça a été la goutte de trop pour moi, dans le sens où autant moi, avec ma mère, je suis très... j'ai pris mes distances, c'est-à-dire si elle est là, c'est cool. Si elle n'est pas là, je vais aller bien. Ça va aller pour moi. Je ne m'inquiète pas pour moi par rapport à ça. Mais mes sœurs ont un lien avec ma mère qui est un peu plus encore bien accroché, on va dire. Et donc, ça a été très dur, je pense, pour ma sœur. Après, je ne vais pas m'étaler, c'est son histoire à elle. Mais c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que ma mère fera toujours passer ses besoins avant ceux de ses enfants. Et que même si elle essaie
du plus profond de son cœur, elle a certains traumatismes qu'elle n'a jamais réglés et du coup, je ne peux pas avoir une bonne relation avec elle. Et à partir du moment où j'ai fait mon deuil par rapport à ça, j'ai pris mes distances et j'ai arrêté de lui parler. Je suis pas fâchée contre elle à l'heure actuelle. Je lui souhaite vraiment tout le bonheur qu'elle peut avoir dans ce monde. Mais ma mère, c'est comme boire une petite dose de cyanure tous les jours. Et j'ai décidé d'arrêter, en fait. C'est pas très sain. Et surtout, j'avais pas envie que comme elle dilue dans mon eau, je n'avais pas envie qu'elle le fasse à ma fille. Et je me suis dit, avec l'âge, ça va arriver. Je le savais. Et donc, j'ai coupé les liens. Et je m'en porte bien aujourd'hui. Je suis en paix. Pour finir, qu'est-ce que tu auras envie de dire à la petite Susanna, la toute petite Susanna, une fois que tu as fait tout ce chemin? Lui dire qu'en effet, il y a quelque chose au bout du tunnel et qu'elle ne sera pas dans le noir et dans ce tunnel toute sa vie et que, surtout, ça n'a jamais été de sa faute. Parce qu'elle l'a cru pendant très très longtemps. Et donc, c'est ça que je lui dirais, ce n'est pas de ta faute. Continue à avancer. Et je te promets qu'il y a un bout du tunnel et qu'il y a plein de choses merveilleuses qui t'y attendent. Merci. De rien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.